Bonjour, je me présente, Michèle Desbois, responsable projet chez Nextmove, pôle de compétitivité sur l'automobile et la mobilité. Aujourd'hui, on va vous parler, grâce à nos trois invités, des femmes qui façonnent l'industrie automobile, mais l'industrie en général, puisqu'elles ont tous des parcours différents, c'est ce qu'on va découvrir selon notre table ronde. La mixité dans la filière automobile, évidemment, c'est un sujet important et d'actualité aujourd'hui. Et selon une étude de l'ANFA, l'ANFA étant l'Association nationale de la formation de l'automobile, les femmes représentent que 22,7% des emplois salariés dans la branche et des services autour de l'automobile. Les femmes sont sous-représentées, on peut le voir, dans les métiers techniques tels que la réparation, du contrôle technique, tout ce qui est véhicule industriel et le cycle. On constate que 103 400 femmes travaillent dans la branche en tout, et elles représentent 4% des effectifs en formation. Cependant, ce dernier chiffre a doublé depuis 2015. Ces dernières années, nous constatons des chiffres encourageants. Et les dirigeants, fervents défenseurs de la cause, poussent pour une plus grande mixité dans le secteur. Les enjeux de la mixité dans l'industrie permettraient, excusez-moi, de l'automobile française sont nombreuses. Tout d'abord, la mixité permettrait d'avoir plus ou moins de pénurie dans les fonctions techniques. Ensuite, la mixité permettrait de diversifier les profils et les compétences des employés qui pourraient conduire à plus d'innovation et une meilleure performance de l'entreprise. Enfin, la mixité permettrait de lutter contre les stéréotypes de genre et de promouvoir l'égalité professionnelle entre les sexes. Une fois qu'on a dit ça, que fait-on ? Pour nous amener à réfléchir sur cette thématique, donc nous avons la chance d'avoir Isabelle Foucard, directrice du numérique chez Transdev, Perrine de Saint-Germain, responsable des ressources humaines chez Technomap, une entreprise sur Dieppe, Transdev évidemment Rouen et la région Normandie, je n'ai pas dit mais voilà, et Agathe Ridel, Mécanolave, une entreprise qui est basée à Neuchâtel. Isabelle, je vais vous demander de commencer à raconter un petit peu votre parcours, études professionnelles et votre poste aujourd'hui pour donner une envie de se dire, ben voilà, les postes au féminin, c'est quoi aujourd'hui, entre autres. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc Isabelle Foucard, je suis actuellement directrice numérique et RSE chez Transdev Rouen. Mon parcours, j'ai commencé par une formation d'ingénieur en génie mécanique. Et oui, il y a aussi des filles en génie mécanique. J'ai commencé dans l'aéronautique sur de la gestion d'affaires et de pilotage de sous-traitance industrielle. Puis j'ai bifurqué vers l'automobile sur des postes de méthode et de lean en usine. Pour partir à l'âge de 28 ans en Angleterre comme directrice de production. Je suis revenue en France prendre des postes de directrice d'usine. Donc une première usine d'une 50aine de personnes, puis un poste de directeur technique et innovation et qualité Europe. À nouveau un poste de directrice d'usine. Et puis je suis partie refaire du lean et de la transformation digitale chez Renault. Puis j'ai rejoint Nextmove pour accompagner les entreprises, dont certaines sont présentes dans la salle, dans leur développement économique, innovation industrielle et synergie. Et j'ai rejoint Transdev en septembre dernier pour réaliser la transformation digitale de l'entreprise, accompagner dans la stratégie de transformation data. Dans le périmètre que j'ai actuellement, on a également tout ce qui est maintenance des systèmes d'information et évolution des systèmes d'information au service des clients, que ce soit de l'information voyageur, de l'information maintenance sur les véhicules, tous les systèmes d'information qu'on retrouve dans une entreprise. Tout ce qui est également infrastructure, réseau, cybersécurité, tout ce qui est transformation digitale, accompagnement du changement.
et processus d'innovation, et puis tout le volet RSE. Merci Isabelle. Une petite question. Est-ce que dans tout votre parcours, vous avez senti que c'était compliqué d'avancer en tant que femme, ou c'est simple comme un homme? Alors dans ma tête, je ne me suis jamais mis de barrière, même s'il y en a plein qui m'ont dit qu'on ne pouvait pas. Je vais donner un exemple. Quand je suis partie en Angleterre, j'avais 28 ans pour prendre une direction de production d'usine. En France, on me disait une femme de 28 ans, elle ne peut pas être directrice de production, c'est pas possible. En Angleterre, on ne m'a pas demandé ni quel âge j'avais, ni quel diplôme j'avais. On a regardé mes compétences, mon expérience, ce que j'avais envie de faire. Et puis, on m'a donné les clés, on m'a dit vas-y. Et on m'a jugé sur les résultats, sur la façon d'avoir engagé l'équipe à mes côtés sur le projet, et puis sur les résultats qu'on a atteints collectivement, et pas sur le fait d'être un homme, une femme, ou de quel âge on pouvait avoir. Merci beaucoup. Perrine, à votre tour. Bonjour, donc moi je suis Perrine de Saint-Germain, je suis responsable RH de Technomap et RSE aussi. Technomap, on est basé à Dieppe, c'est une entreprise de 80 personnes qui développe des moyens de mobilité, qui accompagne les constructeurs dans le développement de moyens de mobilité. Et plus particulièrement, on intègre des nouvelles technos, alors historiquement dans l'automobile et pas que. Et tout ça, ça passe par la conception d'architecture électrique, la fabrication de faisceaux proto et leur intégration mécanique. Alors moi, je suis dans l'industrie aujourd'hui, mais j'ai un métier qui me permet en fait de travailler dans tous les domaines d'activité et dans tous les secteurs. Je suis plutôt tombée d'abord dans les RH. J'ai fait comme je suis un peu plus âgée, j'ai fait une maîtrise de Sciences Éco et ensuite un 3e cycle en ressources humaines. J'ai choisi de m'orienter vers les ressources humaines suite à un stage où j'ai finalement plus que travaillé, j'ai observé les gens. Voilà, c'est vraiment cette sociologie et d'études des relations humaines qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Je me suis aperçue que j'aimais avant tout les personnes qui constituent l'entreprise, peut-être que son activité elle-même. Donc j'ai toujours fait ça, je suis restée dans ce métier à travers différentes expériences. J'ai démarré dans les musées nationaux, donc vous voyez, pas du tout l'industrie, à Paris, qui était en plus un secteur plutôt féminin pour le coup. Ensuite, j'ai fait du conseil en outplacement et de l'accompagnement des personnes. C'était aussi plutôt féminin, bien que j'étais dans le Nord à l'époque et que les personnes qu'on aidait dans leur recherche d'emploi étaient issues des filatures et des industries qui fermaient. Et puis j'ai fait de la communication interne parce que ça fait partie aussi de l'ensemble du métier RH, la communication interne, pour permettre ce lien social au sein de l'entreprise, permettre un climat social, un bon climat social et de l'améliorer. Et puis j'ai rejoint Technomap en 2017 en tant que consultante RH d'abord, parce que l'entreprise comptait 40 salariés, il n'y a peut-être pas besoin d'un DRH à temps plein. Donc j'assistais son dirigeant, Christophe Vergniaud, à l'époque, donc quelques jours par semaine. Et puis comme on a grossi, voilà, je me suis rendue indispensable. J'ai oublié de dire quand même que j'ai démarré avant les musées nationaux chez Lafarge, donc dans les matériaux de construction, merci. Donc c'était quand même déjà un premier pas dans l'industrie. Et puis je trouve que je ne me présenterais pas complètement si je ne disais pas aussi que dans mon parcours, je me suis arrêtée de travailler, puisque j'ai une famille nombreuse, j'ai eu 5 enfants, et je trouve que ça fait partie aussi des relations humaines et de la construction de qui on est. Voilà, c'était aussi un peu de la GRH de gérer tout ce monde-là. Perrine, merci pour ce petit témoignage. Est-ce que d'arriver dans l'automobile, donc d'un secteur bien particulier, plutôt masculin, ça a été compliqué ou la facilité a été là ?
Alors, vraiment, très honnêtement, ce qui a été compliqué pour moi, c'est qu'ils sont tous passionnés de bagnole. Ils parlaient moteur tout le temps, voiture tout le temps, et que je n'y connaissais rien, et que, j'ai pas honte de le dire, je m'en moque. Moi, tant qu'une voiture roule, voilà, c'était pas du tout un secteur qui m'intéressait. Et donc, voilà, c'est plutôt ça, je me sentais un peu à l'écart et ignorante. Mais j'ai trouvé ça passionnant, justement, d'avoir affaire à une population de passionnés, de gens qui, voilà, historiquement, qui aimaient tellement leur métier. Et ça, j'avais rarement vu ça. Donc, j'ai rencontré des belles personnes. Et moi, c'est ça qui m'anime au quotidien, en fait. Merci, Perrine. Agathe, le petit parcours aussi. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Agathe Ridel. Si je pouvais commencer, c'est déjà qui j'étais quand j'étais ado et que j'ai fait mes choix. J'ai fait mes choix par défaut. Et j'ai d'abord exclu tout ce que j'aimais pas. Et donc, du coup, j'aimais pas la médecine. Je voulais pas soigner les gens. Ça me faisait plus peur qu'autre chose. Être prof, je me disais que jamais j'aurais voulu avoir des élèves en masse. Et donc, c'était un peu comme ça que j'ai commencé mon orientation. Et je me disais, pourquoi pas une école de commerce? Pourquoi pas une école d'ingénieur? Pourquoi pas architecte? Et puis, je me suis dit, bon, architecte, ok. École de commerce, je ne peux pas faire ingénieur après. Donc je me suis dit, en fait, l'école d'ingénieur, ça me laisse toutes les portes ouvertes. Et c'est comme ça que je suis rentrée en école d'ingénieur. J'ai choisi une école d'ingénieur après bac, généraliste, parce que ça me laissait toutes les portes ouvertes et surtout, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais j'avais envie de faire plein de choses et j'aurais pu faire tous les métiers, tout m'allait. Donc j'ai fait mon école d'ingénieur et au fur et à mesure, j'ai découvert des choses qui me plaisaient plus que d'autres, et entre autres la robotique et l'automatisation. Et au moment où il a fallu faire des choix, et ça a été les choix de mes majeurs, j'ai pris cette dominante-là, et c'est le plus gros choix que j'ai dû faire, c'est quand j'ai fait mon stage de fin d'études, je me suis dit, il y a quand même des secteurs qui vont me plaire plus que d'autres. Et j'en m'étais fixé 3 objectifs. C'était soit l'automobile, soit la robotique, soit l'électroménager, parce que je rêvais d'un petit robot qui me servirait le café dans ma maison. Et il y avait un autre objectif que je m'étais fixé, c'était de me dire que je voulais partir à l'étranger. Je parlais très bien anglais et je m'étais dit que ça serait dommage de m'arrêter là. J'avais envie d'avoir une 3e langue à mon arc. Et donc du coup, j'ai fait toutes mes recherches en Allemagne, parce que c'était la langue que j'avais étudiée au lycée. J'étais pas très bonne, mais mon objectif, c'était de le devenir. Donc j'ai trouvé un stage en automobile en Allemagne, et au final, j'y suis restée 4 ans, et j'ai fait tout ce qui était ingénieur méthode et industrialisation. Donc c'était d'intégrer des lignes de production pour fabriquer des caméras électroniques, donc vos caméras avant et vos caméras de recul. C'était un métier qui était passionnant. J'étais la seule femme de mon équipe. J'étais la première femme de cette équipe-là, et c'était juste génial d'être la seule femme, en fait. Mais je pense que la place de la femme dans ce service-là, elle m'a aussi beaucoup aidée, parce qu'ils ont pris très soin de moi, et ils m'ont fait grandir énormément. Et au bout de 4 ans, j'étais partie pour faire ma vie en Allemagne, hein, j'aimais bien la vie d'expat, et on m'a appelée. Et faut savoir que mon père, il avait une entreprise, il a toujours une entreprise. C'est celle que j'ai reprise parce qu'ils venaient de perdre leur responsable de production, ils partaient faire le tour du monde. Et puis ils m'appellent et puis ils me font, Agathe, est-ce que tu veux prendre le poste? Et j'étais pas prête. Je m'étais jamais projetée, je m'étais jamais dit que je serais chef d'entreprise. Ça faisait pas partie de mon poste, ça faisait pas partie de ce que je rêvais. Et là, d'un seul coup, il fallait que je fasse un choix. Et je faisais un choix qui était compliqué pour moi parce que je rentrais à la maison, je rentrais en France, à Rouen. Et en plus, je rentrais dans l'entreprise familiale où j'avais l'impression d'être un peu un imposteur. Donc j'ai dit, ok, je viens, mais je viens pour essayer. Je veux voir si je vais être chef d'entreprise ou pas. Et donc je m'étais donné 2 ans. J'ai mis 4 ans à me décider. J'ai mis 4 ans à savoir si je voulais être chef d'entreprise ou pas, et ça n'a pas été facile. Et même aujourd'hui, j'ai repris l'entreprise, ça va faire maintenant 3 ans. Et y a des fois, je doute et je me dis, mais regarde, t'es vraiment chef d'entreprise? Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je dirige une entreprise qui s'appelle Mécanolave. On est 50 personnes et on est basé à Neufchâtel-en-Bray. On est dans la technique parce qu'on fabrique des machines de nettoyage pour l'industrie mécanique. Et mon métier à moi, c'est de la diriger, et il est beaucoup plus large que la technique. C'est un métier qui est passionnant parce qu'il est divers. On a des sujets qui vont de la gestion des humains à la technique des projets, à la relation de nos clients, et puis tous les projets que nécessite l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ce que j'aime dans mon métier, c'est la liberté et les rencontres que je peux y avoir au travers. Merci Agathe. Une petite question. Reprendre une entreprise familiale, est-ce facile de se faire sa place?
Est-ce facile de se faire sa place? Alors, je pense que la plus grosse difficulté, je pense que les équipes, elles m'ont adopté dès le jour 1. Et pour elles, c'était rassurant de se dire qu'il y avait une continuité et que l'entreprise familiale restait sur une ADN d'une entreprise familiale. Et du coup, j'ai été adoptée. Mais le plus dur pour moi, ça a été de faire la place au chef d'entreprise aussi, à moi-même. C'était de lever mes décroyances en se disant mais comment on est une chef d'entreprise quand on est une femme? Moi, j'ai un modèle, j'ai un papa qui était chef d'entreprise, qui n'était pas très présent quand même à la maison, mais j'ai aussi une maman qui était femme au foyer, donc qui était très présente. Et ma question, et un peu tout ce que j'arrivais du mal à projeter, c'était le fait de me dire mais comment je vais être maman et aussi chef d'entreprise à la fois. Et ça, c'était tous les doutes qui venaient m'habiter et me dire mais j'arriverai jamais à avoir tout et faire la vie que j'imagine. Et j'avais pas de modèle qui me permettait de me projeter et de me dire que c'était faisable. Et on va dire, je pense qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire le choix d'y aller, d'être chef d'entreprise, d'être maman. Et je le ferai à ma façon. Et je serai une chef d'entreprise et une maman. Que tu es aujourd'hui une maman aussi. Voilà. Merci. Perrine, on a dit un certain nombre de choses. Quelles sont les bonnes pratiques pour faire que la mixité se fasse au sein des entreprises aujourd'hui? Alors oui, parce que je n'ai pas précisé, mais quand je suis arrivée chez Technomap, il y avait 40 personnes, il y avait 5 femmes. Et puis surtout dans les services administratifs et un petit peu au câblage, dans la fabrication de câblage. Aujourd'hui, je suis quand même assez fière parce qu'on est un quart de femmes. Voilà, on a bien augmenté nos effectifs, mais c'est toujours dans les services administratifs et au câblage. Voilà, recruter une mécanicienne auto, c'est quand même compliqué. Et alors, un ingénieur au bureau d'études, j'ai pas de candidate femme. Donc, c'est quand même compliqué aussi. Puis quelque part, je la plains un peu, celle qui arrivera dans une équipe de 12. Mais bon, tu y es arrivé, donc c'est possible. En tout cas, on a beaucoup développé ça parce que j'avais à cœur. Alors, je tiens à préciser que je suis la seule femme au comité de direction, hein, ça c'est sûr. J'aimerais bien, voilà, je serais ravie de pouvoir accueillir quelqu'un de plus, une femme de plus. En tout cas, ce qu'on a mis en pratique depuis mon arrivée, notamment pour recruter, alors au sein de notre équipe câblage, c'était le plus simple. On recrute sans CV. On a un partenariat avec Pôle emploi et on met une annonce. Les gens viennent visiter nos ateliers, se rendent compte de c'est quoi ce métier, en quoi ça consiste, quel est l'environnement de travail, quelle est l'équipe, quelles sont les personnes. Et quand ils viennent visiter la première fois, j'ai à cœur de faire témoigner déjà les femmes qu'on a recrutées et qui sont là. Ensuite, ils passent des tests, ce qu'on appelle des MRS chez Pôle emploi. Alors maintenant, c'est France Travail. Donc, méthode de recrutement par simulation. Donc, ils passent des tests qui reprennent les compétences clés de ce qu'on attend pour ce métier. Et ensuite, on a les résultats de ces tests et on fait passer des entretiens. Donc, il n'y a pas de CV. Nous, on recrute sur l'envie, la motivation et quand même cette aptitude technique aux compétences clés du poste. Et voilà, j'observe que ça fonctionne et qu'on a pu recruter de plus en plus de femmes et que finalement, ce métier plaît et leur correspond. Peut-être que c'est l'idée de automobile ou d'usine qui fait peur. Et donc, on s'est aussi posé cette question sur le fait que usine, industrie, automobile, ça fait peur. Donc, on va les chercher aussi au plus jeune âge, en intervenant dans les collèges, dans les lycées, pour parler de l'industrie, en disant c'est pas un gros mot, il y a des métiers pour tout le monde. Et donc, en général, je prends aussi une câbleuse sous le bras, une collègue féminine qui vient encore mieux que moi parler des métiers. Voilà les bonnes pratiques principales qu'on a adoptées. Merci Isabelle. Chez Transdev, ça se passe comment ? Alors, chez Transdev, on a une politique qui ressemble un peu à ce que Perrine vient de décrire. C'est-à-dire qu'on fait du recrutement. Alors, on a une diversité de métiers énorme. Bien sûr, on fait du transport public, donc on a des conducteurs et des conductrices.
mais on fait également tout ce qui est réalisation de la maintenance des véhicules, que ce soit les bus, que ce soit les métros. Et puis autour, pour que tout ça, ça fonctionne, on a des fonctions support, que ce soit la partie numérique et RSE sur laquelle j'interviens, mais on a la partie direction financière et comptable, on a les ressources humaines, on a toutes les fonctions support qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Et donc on a une diversité de métiers assez importante. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on, sur certaines typologies de métiers, notamment les métiers de la conduite, les métiers, alors j'ai pas dit la partie commerciale bien entendu, et la partie communication et marketing. Donc sur les métiers plutôt conduite ou technique, on fait du recrutement sans CV également. Sur lesquels on reçoit et on a des simulateurs qui permettent aux personnes de venir tester et de lever les propres barrières qu'elles auraient pu se mettre, qu'elles soient des hommes ou des femmes, peu importe. Tout le monde se met des barrières parfois en se disant c'est pas pour moi. Et en fait, la partie simulateur permet de venir découvrir et de s'enlever ces barrières à soi-même. Et puis le fait de venir sans CV, ça donne l'accès à tous de pouvoir tenter sa chance et de pouvoir se baser sur son parcours, son potentiel, et puis rejoindre les différents métiers. Et on forme en interne les personnes avec des partenariats externes pour financer les formations, les permis. On a recruté récemment une chaudronnière. On recrute régulièrement des conductrices. On recrute également des agents d'accueil au masculin. Ce n'est pas qu'un métier féminin, ça va dans les deux sens. Voilà ce qu'on fait sur la partie transdev. On intervient également dans les collèges, dans les écoles. On accueille des écoles, on présente les métiers et on fait régulièrement des présentations ouvertes sur les métiers dans les établissements scolaires pour faire connaître ces métiers et expliquer les parcours pour pouvoir inspirer des jeunes sur des métiers à la fois techniques ou peu connus, et ne pas les laisser s'ancrer dans les préjugés qu'on a pu nous ancrer à nous. Merci Isabelle. Agathe, quelques bonnes pratiques aussi, est-ce qu'il y en a ? Alors, comme je vous le disais, moi j'avais un problème sur le fait de ne pas avoir de modèle de chef d'entreprise que je n'avais pas forcément eu avant pour me projeter en tant qu'ingénieur. Et je me suis rendu compte que c'était important de se mettre en avant et du coup d'aller parler aux jeunes pour justement planter des graines. Et donc j'interviens beaucoup en collège et en lycée pour dire on peut tous y arriver. On va dire faire lever certaines croyances, mais pour moi les croyances elles sont au féminin mais elles sont aussi au masculin. Et donc du coup c'est donner une possibilité, une vision de se dire avec un peu de travail et en osant beaucoup, on arrive à faire des choses. Il faut juste se faire confiance. Donc voilà, moi ce que je fais et là où je m'investis, c'est de prendre la parole aujourd'hui. C'est pas quelque chose que je préfère. Mais c'est aussi d'intervenir auprès des jeunes parce que je pense que c'est là où on va donner envie aux jeunes de travailler sur des métiers techniques ou de faire découvrir l'industrie parce qu'aujourd'hui l'industrie elle fait peur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Souvent quand on vient visiter notre usine, et derrière on fait ah ouais c'est comme ça chez vous mais en fait on n'imaginait pas. Et voilà, dans l'industrie il y a plein de métiers, il y a des métiers qui sont plus ou moins techniques mais il y a une place pour tout le monde. Si je comprends au discours de vous trois, il y a quand même des stéréotypes qu'il faut faire tomber. Est-ce qu'il y a d'autres freins que les stéréotypes qu'il faut faire tomber ? Ou comment peut-on faire tomber les stéréotypes ? Laquelle des trois qui veulent prendre la parole ? Perrine ? Ce que j'ai observé de très amusant dernièrement, à force de recruter des femmes, ce sont les femmes elles-mêmes historiquement dans l'atelier qui sont venus me voir en me disant « Perrine, arrête de recruter des femmes !» Donc, j'étais quand même très surprise. En fait, forcément, elles viennent quelque part troubler un petit peu l'atmosphère confortable qu'on avait jusqu'à présent. Et puis, mais je pense que c'est plus lié, non pas au sexe, mais au fait on était une petite équipe et puis là, ça s'étoffe, voilà, avec des histoires différentes, avec des parcours différents, avec une vision différente. Et donc, on vient nous déranger dans notre petit confort. Donc moi, au contraire, plus on me dit ça, plus j'en rajoute. Donc on va continuer. Et donc, dernièrement,
on se met à recruter des personnes qui ont un historique, des seniors, comme on dit, parce que maintenant, à 45 ans, on est senior, donc moi, je suis senior plus. Donc, je recrute, voilà, parce qu'ils arrivent avec une histoire, avec un sens du travail, avec souvent la vie en usine en 5-8, 3-8, la nuit, ce qu'on ne vit pas du tout chez nous. Et je trouve qu'arriver avec ce passé-là, avec cet historique-là, ça nourrit aussi les jeunes qu'on a, qui n'ont connu que notre confort de travail. Ça leur permet de voir, d'avoir une idée du travail et de l'effort différent. Voilà. Et puis, il y a la semaine du handicap maintenant, donc depuis quelque temps, nous, qu'on a mise en place dans l'entreprise, au cours de laquelle on fait une exposition d'affiches pour dédramatiser le sujet, pour montrer que le handicap invisible, c'est 80% des handicaps. Alors, j'aime pas opposer femmes handicap, hein, on va pas, enfin, c'est pas dans la même enveloppe. Non, voilà. pas, nous en avons parlé déjà. Tout à fait. Mais en tout cas, si on parle de diversité, ça entre dans les diversités. Et voilà, on a aussi eu la joie de recruter pas mal de travailleurs en situation du handicap, mais qui ont soif de travailler, qui ont soif de montrer qu'elles peuvent, qu'elles savent, qui sont motivées, qui ont de l'envie. Encore une fois, moi, mon maître mot, c'est l'envie, parce que quand on a envie, on est en vie. Voilà. Bon, bref. Et donc voilà. Plus on va me dire non, plus je pense qu'on va y aller. Ça vraiment, ça donne un champ d'ouverture et d'innovation, d'échange, de richesse encore plus grand. Donc allons-y. Agathe. Tout à l'heure, on se disait qu'il faut mettre peut-être des actions pour justement faire en sorte que les choses se passent mieux pour les jeunes filles. Une action concrète qui est faite sur votre territoire. Parce que vous parlez beaucoup de territoire quand même aussi. Hein, si on prend Dieppe, Neuchâtel, est-ce qu'il y a une action concrète? Et je crois qu'elle vous tenait à cœur. Alors du coup, je crois que je l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est d'intervenir au collège et en lycée, de vraiment mettre l'entreprise au cœur des écoles pour qu'ils se rendent compte de tous les métiers qu'ils peuvent y avoir en opportunité et en orientation, et que les femmes puissent être aussi propulsées à se dire qu'il y a d'autres femmes qui ont réussi à aller à des postes à responsabilité, que c'est largement faisable. Et c'est un atelier spécifique. Alors du coup, on l'a travaillé sur un atelier spécifique qu'on a appelé les jeunes filles ambitieuses. C'était pour leur donner une ouverture d'esprit sur des modèles avec différents profils qu'on des postes à responsabilité dans l'industrie et pas que d'ailleurs. C'était pour rebondir justement sur les modèles féminins. Dans ce territoire, vous montrez au travers d'un atelier justement qu'il y a des modèles féminins et qu'on peut aller faire ses études ailleurs et revenir sur un territoire qu'on aime aussi. Voilà. Ouais. Isabelle, sur les freins qu'on pourrait identifier aussi, est-ce que vous en avez un? La personne en elle-même avec les barrières qu'elle peut se mettre. Et puis le manager en position de recrutement sur les choix qu'il peut faire et la façon dont il s'organise. Alors pour le premier, c'est oser. Ne vous mettez pas de barrières, ne vous enfermez pas vous-même dans les stéréotypes. Et pour le deuxième, moi je peux expliquer comment je fonctionne quand je recrute une équipe ou que j'étoffe mes équipes et que je développe mes collaborateurs et mes collaboratrices. Pour moi, ce qui est important et ce que j'ai retenu de frappant dans mon expérience anglaise, c'était la partie préjugés et diplômes. Et moi, quand je recrute, je ne me base pas sur le diplôme, je me base sur les compétences de la personne, son appétence, son envie, son savoir-être, son potentiel. Et je regarde comment ça va venir compléter les compétences déjà en présence et les personnalités déjà en présence dans une équipe, et comment l'équipe va continuer de se nourrir et de grandir ensemble, et comment cette équipe va également apporter aux nouveaux collaborateurs qu'on va intégrer pour lui permettre de continuer de grandir. Et c'est pas une question d'être un homme ou d'être une femme, ou d'avoir tel diplôme ou de pas en avoir, c'est une question de potentiel, d'envie et de faire ensemble. Voilà. Merci. Perrine. En tout cas, je pense qu'il y a
une urgence à intervenir de bonne heure. J'étais la semaine dernière à l'ISAT à Nevers, donc une école d'ingénieurs spécialisée dans l'automobile, pour les accompagner dans leur recherche de stage. Donc j'ai animé un atelier de CV, lettre de motivation. Voilà, j'ai constaté que dans mon groupe, il y avait 2 jeunes filles seulement, sur 20. Donc c'est quand même en amont qu'il faut qu'on agisse pour donner envie. Voilà, encore une fois, l'automobile, c'est pas réservé aux hommes. Et puis même le métier d'ingénieur. Et peut-être que les jeunes filles se mettent des freins, effectivement, comme tu le disais, en disant non, je ne peux pas aller faire mes études là parce qu'il n'y aura que des mecs ou je ne vais pas être acceptée. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment en amont qu'il faut qu'on essaye d'interpeller et de sensibiliser. Parce qu'encore une fois, nous, quand on recrute dans notre bureau d'études, on n'a pas de candidature féminine. Ou très peu. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'Assemblée? Quelles questions vous aimeriez leur poser par rapport à leur parcours? Et est-ce que vous avez peut-être quelque chose à nous donner? Des choses que vous mettez en place aussi au niveau féminin? Bonjour mesdames, merci pour cette belle présentation. Alors je suis designer et dans notre métier, on a essentiellement des femmes et on est peu d'hommes. Donc ma question est la suivante, elle est collégiale. C'est quel est l'apport à l'entreprise que apporte en fait votre façon de voir, votre vision de femme d'un point de vue managérial, technique, apport à l'entreprise en termes d'image et en termes de valeur. Alors du coup, je vais me lancer. Aujourd'hui, moi, je pense qu'être une femme dans un poste de management, c'est plutôt une force. Mais après, ça reste une question d'humain, avant tout. Et c'est la personne qui l'habite. Et moi, j'ai été amenée à manager que des équipes d'hommes, principalement, même si on a quelques femmes chez Mecanolab. Et ça a toujours été plutôt une facilité d'être une femme pour les manager. Donc, je suppose qu'on apporte quelque chose. Quoi exactement? C'est peut-être un peu de douceur ou une manière de communiquer qui est peut-être un peu moins frontale. Je pense que l'entreprise, elle a besoin de cette mixité justement pour pouvoir s'équilibrer et que ça soit entre les hommes et les femmes, mais aussi en termes de diversité socio-professionnelle. Alors, à nouveau, ça va être plus dans le témoignage, mais je suis arrivée dans un milieu justement extrêmement technique, en fait. Et nos différences, je dirais qu'elles sont dans nos façons de s'exprimer, dans le langage. Je pense que vous connaissez tous les différentes personnalités. Je suis arrivée face à des gens qui parlent tableau Excel, qui parlent chiffres, qui parlent résultats. Et moi, je suis passée au début pour une bisounours, hein. Je le dis parce que c'est ce qu'on m'a dit. Je parlais un peu émotion, sentiment, et j'avais du mal au début à me faire comprendre. Encore de temps en temps, aujourd'hui, quand j'ai mes collègues et que je fais un peu de coaching managérial auprès de mes chefs d'équipe, ils me charrient en me disant je viens sur le siège du psy. Donc, parce que j'essaye de les écouter, de comprendre ce qu'ils vivent et d'analyser au fur et à mesure. Donc oui, il y a une vraie différence. Maintenant, même si elle n'a pas toujours été facile à vivre parce qu'on ne parlait pas le même langage, je pense que j'ai vraiment ma place. Merci Perrine. Ouais, je dirais qu'il y a une vraie complémentarité en fait dans les équipes entre les hommes et les femmes, et au fur et à mesure, moi aussi j'ai eu des équipes très masculines, hein. J'étais la seule femme dans ma promo en génie mécanique. Le sentiment que j'ai, c'est dans les postes, c'est qu'en ayant cette mixité, et comme disait Agathe, la mixité elle n'est pas juste homme-femme, elle est catégorie socio-professionnelle et diversité d'expérience également. C'est plus représentatif de la société au sens large et du coup on est plus efficace tous ensemble et on répond davantage aux besoins collectifs et aux besoins des clients et aux besoins des collaborateurs et aux besoins des usagers ou de tout service ou produit que l'on peut proposer, parce qu'on est on est plus créatif par la diversité qu'on représente.
Et je pense que ce qu'on apporte dans notre façon de manager, c'est peut-être, il y a peut-être une façon aussi d'aborder le management différent en termes d'écoute. Moi, c'est le premier truc que m'ont dit mes équipes. C'est ah, mais j'ai l'impression d'avoir été écouté, entendu, et on avance ensemble. Bah ouais, parce que la méthode en tout cas, ma méthode de manager est orientée comme ça, mais c'est pas réservé aux femmes. Donc il y a des hommes aussi qui managent comme ça. J'ai eu des managers inspirants hommes qui manageaient comme ça aussi. Alors j'en ai eu aussi qui manageaient à l'inverse et qui m'ont fortement inspiré à faire l'inverse. Hein. Mais voilà, je pense que c'est ça, moi, ce qui m'anime sur cette question. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, j'espère que ça ne sera pas hors sujet. Je voulais savoir comment vous gériez les conflits. Parce qu'aujourd'hui, les conflits entre hommes, moi j'ai trouvé que ça se banalise, on ne traite pas. Et comment vous gérez les conflits hommes-femmes pour pas que ça devienne du harcèlement et que chacun puisse se défendre et apaiser les tensions qu'il peut y avoir? Est-ce que vous n'avez pas de conflits hommes-femmes ou vous faites partie des entreprises où il y a des conflits entre hommes et aussi femmes-femmes, hommes-hommes et hommes-femmes? Alors, pour ma part, quand il y a des tensions, et j'attends pas que ça arrive au conflit, quand on sent des tensions, parce que quand on est à l'écoute de ces équipes, les tensions, on les sent en amont, et je fais en sorte qu'il y ait du dialogue et des échanges, et de poser les choses, et allez, on fait une séance, chacun vide son sac, on écoute l'autre, on prend un peu de recul et on définit des modes de fonctionnement constructifs pour travailler ensemble. Que ce soit du homme-homme, du femme-femme ou du homme-femme, peu importe. C'est la méthode que j'applique et j'ai rarement eu à gérer du conflit parce que ça se traite en amont avant que ça dégénère, quoi. Après, quand ça dégénère, peut-être laisser la parole au RH. Merci Isabelle. C'est vrai que je constate que quand il y a un conflit, on vient me chercher. On a à ce moment-là une casquette de médiateur. Hein. C'est un peu la même pratique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'écouter chacun et puis se mettre autour d'une table et essayer d'analyser et que effectivement chacun vide son sac. On en a bien sûr des conflits, on en a eu hommes-femmes. Je croyais peut-être naïvement que quand on entendait parler partout de harcèlement sexuel, social, etc., c'était pas pour nous. Bon, en fait, ça existe partout, oui. Alors, on essaye de l'anticiper au maximum, mais quand il y a, oui, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la médiation, que d'essayer de mettre les gens autour d'une table et de voir effectivement voilà, comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce qui a créé ce conflit, d'où il vient, c'est quoi son origine, et on s'aperçoit quelquefois, ça vient souvent de soucis personnels, enfin d'un mal-être personnel, et puis qui finit par se porter sur une autre personne, mais il y a déjà quelquefois un malaise, voilà, et c'est celui-là qu'il faut traiter plus personnellement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si ça vous éclaire. Oui. Merci. Alors moi, je peux peut-être rebondir sur le parti harcèlement parce que je trouve qu'en tant que dirigeant, on l'apporte assez fortement quand même. On a une vraie responsabilité de protéger nos collaborateurs. Et aujourd'hui, le harcèlement, il est perçu de manière très différente que ce qu'elle pouvait être perçue il y a quelques années encore. Et ça change forcément notre manière de percevoir le management, de ce qu'on autorise en entreprise et de ce qu'on autorisait avant. Il y a une grande partie de l'humour de nos équipes qui est toujours présent et qui est plus acceptable aujourd'hui. Et c'est comment faire changer cette culture d'entreprise. Et c'est pas simple en fait, parce qu'il y a une partie du harcèlement qui est pas volontaire et on va dire, les personnes se sentent persécutées. Et nous, on a un rôle en fait de supervision et de protection des autres collaborateurs. Et donc voilà, le harcèlement aujourd'hui, ça devient un vrai sujet en entreprise parce que c'est un sujet d'actualité, mais aussi parce qu'on ne réagit pas pareil à l'humour qu'on avait avant. Et donc le rôle de management, c'est aussi de mettre le haut là, de dire non, en fait, aujourd'hui en entreprise, on n'accepte plus
de rigoler sur ces choses-là. Et moi, la première, j'ai fait une école d'ingénieur et l'humour est plutôt gras en école d'ingénieur. Et aujourd'hui, c'est plus acceptable en entreprise d'accepter cet humour-là. Et c'est pas toujours évident de savoir où est la bonne dose d'humour, du coup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci. Donc, bonjour, Laura Ducrot, chargée de communication au village Baïséa. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans le cadre de notre village, on a beaucoup d'entreprises justement partenaires qui nous parlent de ce problème, de cette difficulté à féminiser leur métier, à attirer des talents féminins au sein de leur entreprise. Alors il y a de l'industriel, mais même au niveau des startups, quand on regarde les startups que l'on accompagne, on a une startup sur 10, c'est une dirigeante femme. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard au niveau de la conférence. Je voulais savoir si vous avez des tips, des conseils à nous donner pour, au niveau de la marque employeur, attirer justement ces talents féminins au sein de nos entreprises, parce que vous êtes les femmes qui font bouger justement l'industrie, et comment vous attirez de nouvelles femmes justement pour créer ce cercle vertueux féminin au sein des industries. Alors oui, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je vois plusieurs actions. La première, c'est donc on intervient. Alors on fait partie d'un cluster d'entreprises, Dieppe Méca Énergie, qui compte 140 entreprises. Et donc par ce biais-là, au moment de la semaine de l'industrie, par exemple, on a tout un circuit autour des collèges et lycées de la région. Et donc, à la fois, on va intervenir dans les écoles pour dire que l'industrie, c'est moderne et c'est pas un gros mot. Et puis, on fait venir aussi les élèves chez nous pour leur présenter. Et dans ces cas-là, moi, je fais témoigner un maximum de femmes. Le deuxième axe, c'est par de la communication, par exemple sur les réseaux sociaux. On prend plus en photo des femmes, on montre que la diversité de nos métiers et de nos personnes chez nous. Voilà, donc beaucoup de communication. Et puis les témoignages, moi je trouve que les témoignages sont très forts quand même, de faire témoigner celles qui œuvrent chez nous et qui sont heureuses. Je dirais comme Perrine, c'est aller assez tôt dans les écoles pour lever les barrières psychologiques que les gens peuvent se mettre, créer des exemples inspirants en partageant les parcours, en les faisant intervenir, en accueillant des visites. Il n'y a que comme ça qu'on ouvrira en fait les portes et qu'on donnera aux personnes envie d'aller faire les formations ou d'aller faire ces métiers. Là où aujourd'hui elles s'empêchent de le faire. Oui. Et puis en étant là aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'on contribue à essayer de donner l'exemple que c'est possible et qu'il n'y a pas de barrière et qu'il faut oser. Agathe, est-ce que tu veux dire un mot ? Moi, je pense que le chemin, il est en cours, en fait, et qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, et qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir raisonner avec des quotas et se dire qu'il faudrait moite-moite. Et en fait, ce n'est pas la réalité, parce que les femmes qu'on était il y a peut-être 10 ou 15 ans, elles n'avaient pas ces modèles-là, elles n'étaient pas inspirées de la même manière, et elles ne se sont pas projetées. Et laissons la place aux futures générations avec des modèles et en se disant que oui, peut-être qu'on arrivera aux 50-50, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément les inspirations et les volontés des femmes d'aujourd'hui. On ne peut pas leur projeter de dire il faut qu'elles soient absolument chef d'entreprise, entrepreneur, poste à responsabilité. Elles ont le droit de choisir leur vie aussi. Merci. Une dernière question ? Non ? Mesdames, merci. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet Nextmove, puisqu'elles sont toutes les trois adhérentes de chez Nextmove. Et encore merci de votre présence, merci de votre inspiration et à très vite. Merci.